Au sommet de cette édition de l'actualité, Bobo Dioulasso toujours à la recherche d'un site pour le nouvel hôpital de la ville. Les visites se poursuivent sur le terrain pour trouver l'endroit qui fera l'unanimité pour la construction de l'infrastructure sanitaire. Un accord portant sur la sécurité des belligérants trouvés au Soudan du Sud. Les protagonistes conviennent de retirer leurs forces des zones urbaines. L'accord vient d'être signé à Khartoum entre le gouvernement et les rebelles. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, à Bobo Dioulasso, l'on n'a toujours pas trouvé l'endroit idéal pour la construction du nouvel hôpital de la ville. Le site qui avait été retenu n'ayant pas fait l'unanimité, une délégation conduite par le maire et composée de personnes de ressources et des partenaires chinois est sur le terrain pour visiter 4 nouveaux sites des études. Permettront par la suite de confirmer le meilleur site pour la construction de ce centre hospitalier universitaire qui sera donc l'œuvre de la Chine. Manékan Rien, Rachid Savadogo nous en parle. C'est une visite conjointe qui a tout son sens. Cette délégation chinoise et les autorités communales de Bobo Dioulasso, en parfaite collaboration, sillonnent les réserves de la commune dans le but d'identifier le site où sera érigé le nouveau centre hospitalier universitaire de la ville. Le site premièrement proposé, à savoir à Borodougou, nos partenaires ont estimé que c'était hors de la ville. Alors du coup, il était un impératif pour nous de leur proposer tout ce qui ressemble à des sites, en tout cas souhaités, pour qu'on puisse échanger et voir les sites appropriés. Nous avons essayé de voir un certain nombre de sites, notamment le site de Borodougou, et aller revisiter le site de la Sonature. Nous sommes actuellement sur le site de Nassau et également le site de Banankeledara qui a été visité. Et j'ai dit que pour nous, ce qui est essentiel, qu'on puisse trouver à l'intérieur de Bobo, dans la commune de Bobo Dioulasso, un site qui sera approprié. Les Chinois veulent investir utile et aussi s'assurer de la réunion des commodités nécessaires pour les travaux du chantier. Donc ils scrutent minutieusement les différents sites proposés. Ils ont quand même soulevé un certain nombre d'inquiétudes, notamment l'adduction d'eau, les problèmes d'électricité. Mais je pense que tout ça, c'est des difficultés qui seront levées dès l'instant où on va s'accorder sur le site définitif. Après cette sortie de terrain, le site qui doit accueillir le futur hôpital de Bobo Dioulasso n'est toujours pas connu. La délégation chinoise attend des autorités d'autres informations et du temps pour mieux se décider. Les hommes d'affaires franco-burkinabés, eux, sont préoccupés par la sécurité des activités commerciales et industrielles dans un contexte de terrorisme ambiant au Burkina Faso. Le sujet est évoqué à Ouagadougou en présence des premiers responsables des départements en charge du commerce et de la sécurité. Des précisions avec Roger Bembamba et Kadi Sanogo. Offrir un cadre de sécurité dans le domaine des affaires, c'est la vision du gouvernement burkinabé. Le ton est donné à cette rencontre de concertation du Club des hommes d'affaires franco-burkinabés. Une rencontre qui permettra d'apporter des réponses appropriées et adaptées aux besoins de tous les acteurs. Quand il s'agit de questions spécifiques liées au commerce, nous prenons attache avec le ministre de la Sécurité pour conduire des opérations nécessaires. Donc, je pense que c'est un travail qui se fait en synergie au niveau du gouvernement. Et il y a une réponse globale pour l'ensemble des personnes vivant sur notre territoire, pour l'ensemble de toutes les personnes effectivement qui mènent des activités économiques sur notre territoire. Il n'y a pas donc de mesures sécuritaires de trop, il suffit seulement que nous puissions prendre les bonnes et conjuguer nos efforts. On devrait en tout cas permettre donc, à l'ensemble de tous ceux qui vivent au Burkina Faso d'être sécurisés et de permettre en tout cas de réaliser des activités économiques en sécurité et en toute quiétude. Nous savons que notre contexte est marqué par des difficultés en matière de sécurité. Il était de mon devoir de déballer toute la batterie d'actions que nous engageons et que nous menons chaque jour au niveau du ministère de la Sécurité, au niveau du système sécuritaire national pour créer les conditions d'un retour à la sérénité. Selon le ministre en charge de la sécurité, le gouvernement burkinabé
s'engage à accompagner ces hommes d'affaires ainsi que les nouveaux investisseurs. Et le Salon international de l'emploi et des métiers qui tient toutes ses promesses, cette année encore, le cadre de promotion de l'employabilité des jeunes aura enregistré une forte participation d'étudiants et de responsables d'entreprises pour des rencontres et des échanges directs. De nombreux contacts sont noués et des formations sont donc enregistrées avec des promesses d'emploi. Amadou Ilboudobouma Ernest Nébié pour les précisions. Ils sont nombreux, les étudiants, les chercheurs d'emploi, les écoles de formation et les promoteurs d'entreprises qui ont pris part à cette première édition du CIEM 2018, le Salon international de l'emploi et des métiers. Durant 3 jours, ils ont échangé sur la question de l'emploi, notamment l'adéquation entre l'emploi et la formation au Burkina. Nous avons pu effectivement échanger et discuter beaucoup à travers un certain nombre de panels sur la plupart des secteurs d'activité. Mais au-delà de ça, nous avons aussi pu aller dans les différents secteurs d'activité spécifiques, notamment au niveau du secteur des mines, au niveau du secteur des BTP, du secteur des TIC, même aussi aux écoles et aux universités, de mieux comprendre aujourd'hui les attentes de ces différents secteurs d'activité, ce qui va les permettre de réorienter leur programme de formation pour en tout cas permettre effectivement à ce que les jeunes qui sortent de ces écoles et de ces universités aient de meilleures chances de trouver de l'emploi. Parce que dans le système, nous sommes en train de former des jeunes et beaucoup sont des chômeurs. Nous avons aussi fait des formations, notamment à travers les techniques de recherche d'emploi. L'objectif principal de ce salon, qui est d'augmenter l'employabilité des jeunes, est en cohérence avec ceux du PNDS selon le représentant du parrain. Et c'est pourquoi le gouvernement n'a pas hésité à soutenir cette initiative qui est à sa première édition. On dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir. Mais pour permettre aux jeunes de répondre aux défis et de soutenir le développement, il faut les outiller. C'est en cela que effectivement le salon est quelque chose de salutaire. Et c'est sur une note de satisfaction que s'est achevée cette première édition du CIEM selon son promoteur. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la deuxième édition qui selon lui connaîtra de nombreuses innovations. Et nous mettons le cap au centre nord où le nébier est à l'honneur. La culture de rente qui prend de l'ampleur dans la région rencontre cependant de nombreuses difficultés. Les journées de promotion sont un cadre propice pour les producteurs et les acteurs de l'agriculture pour des échanges sur l'avenir de la filière dans la région. Des précisions avec Maxime Zongo. Cette première édition de la foire du Niébé réunit sur un même lieu et cela pendant 3 jours, producteurs, fournisseurs, commerçants, transformateurs et des partenaires au développement. Initiée par la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord, elle est destinée, selon les organisateurs, à créer des opportunités pour les producteurs, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de cette filière. Dans notre région, la production agricole ces dernières années est très insuffisante. Donc les initiatives développées dans le sens de pallier cette insuffisance-là sont vraiment encouragées. Ce cadre offre donc une opportunité inédite à ces acteurs d'échanger directement autour des contraintes qui minent la filière. Un tremplin donc pour donner un élan à une culture qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région mais qui était confrontée à d'énormes difficultés. Centre-Nord, ici, il y a beaucoup de producteurs qui ont en tout cas cultivé beaucoup de niébé. Et aussi maintenant le problème c'est l'écoulement. Nous on pense que si on fait ça, peut-être on peut attirer le commerçant qui vient d'ailleurs là, en tout cas chercher ça. Cette première édition des journées promotionnelles du Niébé bénéficie de l'appui de l'USAID à travers le projet Régis. Basée place de la mairie de Kaya, elle donnera à découvrir 3 jours durant toutes les facettes du Niébé à travers ses chaînes de valeur.
Après le Niébé, ce sont les acteurs de la filière sésame qui accordent le violon à l'entame de la campagne agricole pour une meilleure commercialisation de la production. Le sésame, deuxième produit d'exportation au Burkina Faso, a perdu de sa superbe et l'atelier de pré-marketing initié à Bobo Dioulasso permet aux acteurs de la chaîne de valeur sésame de parler le même langage sur les aspects variétés à produire, recherche de partenaires commerciaux ou encore conditions de commercialisation. Lamine Karantao, Ismaël, Saturne, Paris. Avant l'étape de la commercialisation du sésame, il convient de faire un travail en amont. Préparer le terrain à travers un pré-marketing, c'est-à-dire réunir tous les acteurs directs ou indirects de la filière autour d'un atelier d'échange. L'objectif est de créer une collaboration franche entre eux en cette campagne agricole 2018-2019 déjà entamée. Tout repose autour de la philosophie du projet qui est de promouvoir des relations commerciales efficientes, donc où chacun des acteurs de la chaîne de valeur puisse gagner en fonction de son rôle au niveau de sa position dans le maillon. Vous savez, généralement, on attend que la production soit récoltée pour parler de commercialisation. Alors que maintenant, aujourd'hui, quand même, la stratégie chaîne de valeur veut qu'on commence d'abord par le marché. On a le marché, ensuite on produit en fonction du marché. Cet atelier est l'occasion pour les producteurs, transformateurs, acheteurs et vendeurs du sésame d'exprimer leurs besoins et leurs attentes pour la campagne de commercialisation prévue pour octobre ou novembre prochain. C'est de discuter des conditions de commercialisation. Les vendeurs vont dire aux exportateurs, aux acheteurs, voici nous ce que nous pensons produire cette année, et les exportateurs vont leur dire, voici nous ce que nous voulons acheter. Et en disant ce qu'ils veulent acheter, ils vont dire oui, nous voulons acheter telle variété, tel volume, etc. Nous sommes dans la production sésame, ça fait très longtemps. Notre problème, c'est surtout l'écoulement. Je me dis qu'à l'issue de ces rencontres, nous allons avoir l'occasion vraiment d'avoir des partenaires avec lesquels nous pourrons vraiment faciliter notre écoulement. À la fin de cet atelier d'échange, il est prévu la signature des pré-contrats entre producteurs et exportateurs de sésame. Cela pour matérialiser le partenariat entre ces deux maillons. L'information environnementale de ce journal, c'est le comité technique de suivi du projet Restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au Sahel qui tient sa première session à Ouagadougou. C'est une session qui est essentiellement consacrée à la présentation du projet et des ambitions de développement durable autour de la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est un projet financé par le Fonds français pour l'environnement à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Issa Kafando, Kadisanogo. Cette première session du comité technique de suivi du projet dénommé Restauration des forêts et des paysages et gestion durable des terres au Sahel réunit les membres du comité, la délégation de la FAO et les partenaires venus de Rome, du Sénégal et du Niger. Ce projet, qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial, sera exécuté dans 3 communes du Burkina Faso, à savoir les communes de Bani dans la région du Sahel, de Kouala et Yambi dans la région de l'Est. Le Burkina a pris un engagement dans le cadre de la NDT pour restaurer plus de 5 millions d'hectares d'ici l'an 2030. Et nous sommes dans cette logique-là. C'est donc une contribution de la coordination de la Grande Muraille Verte à ce grand défi que le Burkina s'est fixé et faire en sorte que, on puisse produire plus pour nourrir donc la population au Burkina. La FAO accompagne le gouvernement burkinabé pour la mise en œuvre de ce projet dont le coût total est de 324 millions de francs CFA. Toutes les actions qui seront implémentées sur le terrain seront non seulement identifiées, mises en œuvre par les bénéficiaires. Et les communes sont vraiment à l'avant-garde de ce projet. C'est toute l'importance de l'implication des bénéficiaires à la mise en œuvre. Au cours de cette première session, les participants vont échanger sur le contenu du projet, le montage institutionnel et le partenariat. La durée de ce projet est de 4 ans et concerne 2 pays, à savoir le Niger et le Burkina. L'actualité de nos médias, c'est la signature et le renouvellement des conventions des radios privées avec le Conseil supérieur
de la communication. Plusieurs organes se mettent en règle vis-à-vis de la structure de régulation de la communication et des médias. C'est un acte qui leur donne quitus pour continuer d'exister et surtout d'exercer leurs activités. Les radios privées au Burkina Faso disposent désormais de 10 ans pour renouveler leur convention au lieu de 5 ans comme cela était le cas jusque-là. Yacouba Gamene Bouma Ernest Nebi. Par ces signatures de convention, les promoteurs des radios privées du Burkina renouvellent leur contrat avec le CSC, le Conseil supérieur de la communication. Des conventions qui leur donnent l'autorisation d'exercer leurs activités sur une durée de 10 ans. Et c'est ça qui est notre guide pour pouvoir travailler et pouvoir exister de façon légale et être reconnu par l'État. Donc si vous n'avez pas de convention, vous n'avez pas d'autorisation d'exister. Auparavant, on faisait des accords, des conventions de 5 à 5 ans. Et maintenant, dans la nouvelle loi, les conventions, c'est 10 années, 10 années. Donc, nous sommes encore partis pour 10 ans de collaboration avec le Conseil supérieur de la communication. Les promoteurs de ces radios privées sont tenus de respecter scrupuleusement le contenu de cette convention qui les lie au CSC. Les éléments constitutifs de la convention sont les obligations déontologiques, le cahier des charges lié à l'exploitation en termes techniques, c'est-à-dire les installations. Donc ils ont des fréquences, ils s'obligent à respecter ces fréquences-là. Ils ont des portées, ils s'obligent à respecter ces portées. Il y a la loi portant liberté de presse au Burkina Faso. Ils s'obligent à respecter ces lois-là. Ensuite, il y a les directives et les décisions du Conseil supérieur de la communication. Les promoteurs s'obligent à respecter ces obligations. Ils nous proposent une grille de programme conforme à l'ensemble de ces dispositions. Et ils s'obligent par ailleurs à respecter cette grille de programme que nous, en tant que régulateurs, nous observons tout au long de leur existence. 10 radios ont déjà renouvelé leur convention et une invite est faite aux radios privées qui ne sont pas encore à jour à se conformer à la loi. Et côté social, le Burkina Faso rend compte de sa participation à la 62e session de la Commission de la condition de la femme tenue à New York en mars dernier. C'est le ministre en charge de la femme qui fait le bilan de cette participation à travers un atelier de restitution à Ouagadougou. Salifou Belem, Eleonore Ouedraogo. Les problèmes à régler, les actions prioritaires et les mécanismes à mettre en place pour parvenir à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural étaient au cœur des échanges à la session de la Commission de la condition des femmes des Nations Unies qui s'est tenue en mars dernier aux États-Unis. Aujourd'hui, le ministère en charge de la promotion de la femme rend compte de sa participation. Nous avons pu participer au panel avec les autres pays, échanger les bonnes pratiques. Nous avons nous-mêmes pu donner une communication sur l'accès à la santé et au planning familial des femmes. Et les échanges issus de tout cela nous ont fortifiés dans notre démarche et dans notre politique mise en place aujourd'hui par notre département pour l'autonomisation des femmes. Le présent atelier de restitution sera aussi l'occasion pour le ministère de préparer la prochaine session. Nous allons aussi écouter leur rapport pour l'amélioration des prochaines éditions parce qu'il ne faut plus faire de la figuration. Nous avons voulu maintenant impacter par rapport à notre participation et marquer quand même aujourd'hui cette grande rencontre des évolutions et aussi de l'apport du Burkina Faso sur l'échiquier international. Et pour ce faire, une communication sur les résultats atteints, les conclusions concertées et les résolutions prises lors de la session de mars dernier va permettre au Burkina Faso d'élaborer sa stratégie pour la session de 2019. Promotion de l'abandon de mariage d'enfants, amélioration de la qualité de l'éducation, sensibilisation des parents et des leaders coutumiers. Je voudrais illustrer, par exemple, le dispositif intra-utérin où nous manquons souvent de prestataires qualifiés pour l'insérer. Nous avons aussi la mobilité du personnel étant une zone rurale. Les gens, dès que l'ancienneté est requise, ont tendance à rejoindre le milieu urbain, ce qui ne nous permet pas d'avoir une bonne fixation des agents souvent qualifiés pour faire le travail. Il y a toujours certaines pesanteurs socioculturelles, nous allons le dire comme ça, notamment liées au niveau des compagnons de femmes.
Pour ces 6 jours de prestations dans la province de Tuy, 155 nouvelles utilisatrices ont été enregistrées et 1099 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus, selon l'équipe de supervision nationale de la caravane. Des résultats qui viennent confirmer que des défis restent encore à relever en matière de planning familial dans cette partie du Burkina Faso. Actualité hors de chez nous, au Soudan du Sud, un accord portant sur la sécurité des belligérants vient d'être signé à Khartoum entre le gouvernement et les rebelles, les deux protagonistes de la plus jeune nation du monde en proie à une guerre civile depuis 2013, conviennent donc de retirer leurs forces des zones urbaines. Signature à Khartoum d'un accord portant sur la sécurité entre le gouvernement du Soudan du Sud et les rebelles. Les deux protagonistes de la plus jeune nation du monde enfoncée dans une guerre civile depuis 2013 ont convenu de retirer leurs forces des zones urbaines. Plusieurs précédents accords de cessez-le-feu ont volé en éclats comme en 2016, l'année où Riek Machar a fui son pays. Mais tout le monde espère que l'accord de ce vendredi pourra être respecté pour qu'enfin revienne la paix au Soudan du Sud. Avec la signature de cet accord, le temps est venu pour nous au Soudan du Sud de baisser les armes après 3 années amères depuis la signature du dernier accord de paix. Un comité va être mis en place pour superviser l'application de cet accord de sécurité selon le chef des services de renseignement militaire soudanais, Jamal Omar. 2 ans après avoir obtenu son indépendance du Soudan, le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile en 2013 quand Salva Kiir a accusé son ex-vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Depuis lors, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Des centaines de milliers de personnes ont trouvé refuge au Soudan selon l'ONU. Et puis en Thaïlande, c'est plutôt le désespoir qui s'installe dans la grotte où sont prisonniers les jeunes sportifs et leurs entraîneurs. Les chances de sortie, les enfants sont comptées et le pessimisme a grandi au sein des sauveteurs qui sont toujours à la recherche de voies et moyens pour les sortir de là. Les efforts se multiplient pour tenter de sauver les 12 adolescents et leur entraîneur de 25 ans piégés dans une grotte inondée en Thaïlande. Mais le temps presse. Les sauveteurs sont en effet pessimistes sur les chances de sortir les enfants. L'oxygène dans l'endroit où ils se trouvent est en train de chuter. Le patron de Tesla, le milliardaire Elon Musk, propose d'insérer un tube de nylon de 1 mètre de diamètre et de le gonfler avec de l'air comme un château gonflable afin de créer un tunnel d'air flexible. L'équivalent de plus de 50 piscines olympiques a été sorti du réseau souterrain. Les sauveteurs sont toujours à la recherche d'une voie d'accès depuis le sommet de la montagne pour effectuer un forage jusqu'aux enfants. Il faut 11 heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants, 6 heures aller, 5 heures retour grâce au courant. Et la mort de l'un des leurs jette le doute sur le succès de l'opération. Les autorités ont rendu hommage à Saman Gunan, cet ancien plongeur de la marine thaïlandaise qui est mort en essayant de sauver les 12 garçons et leur entraîneur de foot. Il a manqué d'oxygène pendant l'opération de secours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, après, rendez-vous avec le football, avec la suite des matchs des quarts de finale du Mondial Russie 2018. La Sina Savadogo et ses invités vous retrouvent pour le plateau du match Suède-Angleterre. Très bon week-end à tous.